Voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant terminer avec Rodrigue Ramazani. Loi électorale entre innovation et enjeux politiques. Bienvenue, monsieur Rodrigue. Merci beaucoup, Jean-David, pour l'invitation. Heureux de me retrouver encore face à toi et aux nombreux Congolais qui nous suivent à cet instant. Votre président d'Envol, on l'a vu, il est en train de lire, de présenter la loi des G13. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, premièrement, permettez-moi, Jean-David, de redorer la mémoire, l'image de celui qui s'est battu, qui a donné de son temps, qui a voulu cette loi, l'honorable Henri Thomas Lokondo, paix à son âme. Oui, la loi est là, la présentation a été faite, les innovations aussi sont là. Qu'est-ce que nous voulons en fait? C'est ce que je suis venu faire ici. Que veut cette loi? Quelles sont les innovations? La population congolaise doit retenir que l'envol a commencé cette lutte de la réforme électorale, c'est depuis juillet 2019. Ensuite, en juillet 2020, nous avions associé le groupe de G13. Ensemble, dans une synergie, nous nous sommes accompagnés, nous avons avancé ensemble pour dégager un consensus qui a été trouvé avec plusieurs forces politiques, sauf le FCC à l'époque. Vous vous souviendrez que le FCC, parce qu'ils avaient une majorité, ils ont refusé à son temps de travailler pour dégager un consensus. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux que face à la réalité de la vie, face aux réalités de la République, le FCC constate que finalement, le consensus que l'Envol et le G13 leur demandaient à son temps, le dépassement de soi que l'Envol demandait au FCC à l'époque pour dégager un consensus sur des questions électorales qui, pour nous, ne devraient pas être de questions essentiellement politiques, mais des questions qui doivent conduire l'avenir de toute une nation, que le FCC aujourd'hui se décide de trouver ce consensus. Je crois que je suis parmi les hommes les plus heureux et mon parti aussi en même temps. Oui. Mais des innovations. Des innovations déjà contestées parce que l'un des intervenants ici, le tout premier, il a beaucoup plus attaqué certaines innovations, trouvant que c'est un peu retardé les choses. Ngoïka Sandi par exemple. Non, allez-y avec les innovations que vous aviez soulevées. Parce qu'il y en a 18 innovations. 18, mais je crois que, vu le timing de l'émission, on n'aura pas le temps d'en parler plus. Il nous faut une émission un peu plus détaillée pour que je puisse expliquer tout ce qu'il y a dedans. La première des innovations, ce que les Congolais doivent retenir est que, la première des choses, les Congolais doivent savoir que qu'est-ce que nous poursuivons derrière cette réforme. Nous poursuivons la sécurisation des résultats, la traçabilité des résultats et la crédibilité du processus électoral. Trois choses principales. Raison pour laquelle nous voulons d'abord supprimer cette histoire qu'on appelle les centres de complication. De complications. En réalité, qui devaient être des centres de compilation, qui sont devenus aujourd'hui des centres de complication. Pourquoi des centres de complication? Parce que ces centres de compilation ont fait de la CENI un organe qui crée des résultats, non pas un organe qui constate le résultat. Raison pour laquelle nous disons qu'il faut écarter ces centres de complication et favoriser la publication des résultats bureau par bureau. Quand je dis publication de résultats bureau par bureau, ici je ne veux pas dire affichage, c'est ce qui s'est fait. L'affichage, c'est autre chose, mais la publication devient orga omnes et ça s'impose même aux centrales électorales elles-mêmes. Lorsqu'un bureau publie les résultats, je parle de la publication qui doit se faire tant au niveau du bureau, mais aussi sur le site internet de la CENI, ces résultats publiés et orga omnes imposables à tous. Cela donne l'avantage de la traçabilité et de la crédibilité des résultats. Deuxième chose, la suppression du seuil. Le seuil électoral est un système très compliqué. Le seuil électoral. Oui, le seuil électoral est un système très compliqué qui, à l'origine, on nous a dit qu'il fallait mettre le seuil électoral pour supprimer les partis mallettes. Mais par magie des circonstances, on a constaté qu'il y a eu plus de partis mallettes, les BBBC, les CCCD, les COCOCOT, les OOB, qui se sont créés lors des élections de 2018. Ça veut dire que ce système n'a pas permis
à supprimer réellement le parti qui n'était pas représentatif. Nous proposons ceci à la place du seuil, parce qu'il faut continuer à être dans ce système de filtrage pour permettre à ce que les partis assez représentatifs puissent présenter des candidats et compétir. Il faut par contre passer par le filtrage de la présentation d'une liste électorale au prorata des 60% de sièges à compétir. Dans le cas de l'Assemblée nationale, je dirais, 60%, nous sommes à peu près à 300, si je ne me trompe pas de mes calculs, 500 sièges, il faut à peu près une liste qui représente, sur le plan de l'étendue nationale, parce qu'il s'agit d'une élection au niveau national, 60% de sièges représentatifs. Donc, un parti qui n'a pas assez d'assises du point de vue national, il ne viendra pas compétir. Cette proposition a quel avantage? À l'avantage, premièrement, d'être clair en termes de contrôle, en termes de vérification. Parce qu'avec les seuils, c'était compliqué, Jean-David. Nous allons à la compétition, nous deux. Vous obtenez 40%, moi 40% de voix, moi j'obtiens 10%. Mais on dit que Jean-David ne peut pas siéger parce qu'il n'a pas la liste électorale n'a pas atteint le seuil. N'a pas atteint le seuil. Mais qui va prouver? Même la CENI, jusqu'aujourd'hui, a été incapable de nous le prouver. Mais sur la question de la présentation de listes au prorata de 60%, cela permet à tout le monde et à tous les niveaux de vérifier la conditionnalité des recevabilités de listes. Donc nous avons la solution au problème avant le contentieux électoral. Déjà au niveau de la CENI peut écarter des listes qui ne remplissent pas ce critère. Troisième chose, la question de la suppléance électorale. J'ai écouté deux choses. La suppléance. Aujourd'hui, nous avons des assemblées, délibérantes. Des assemblées familiales. Familiales. Où vous avez le père qui a postulé comme député provincial, député national et sénateur. On se retrouve, il y a la deuxième femme, la première femme, le neveu, le fils et le nièce qui se retrouvent en train de gérer, de siéger sur les assemblées. L'un des intervenants a dit que ça fait quoi? Ça fait rien. C'est juste question de pouvoir se retrouver. Et si les autres ont fait ça, ils n'ont que certainement à se battre. Vous savez, lorsqu'on est contre la moralisation de la vie, tant du point de vue politique... Est-ce que ça, on atteint à la moralisation? C'est la moralité. Est-ce que vous savez que la population, au début de cette législature, a été choquée de constater tout ça? Qu'il y avait certains dignitaires de ce pays où leurs femmes se retrouvaient des sénateurs et leurs enfants se retrouvaient des députés provinciaux. C'est quoi le mal? Le mal est que... Le mal est le fait de choquer la société. Le mal est le fait d'encourager le clientélisme et le favoritisme. J'ai un fils. S'il veut compétir dans la circonscription de Funa, parce que moi j'ai peut-être des ambitions d'y aller, il n'a qu'à se présenter comme candidat. On ne l'interdit pas de se présenter comme candidat, mais on se dit qu'il est immoral d'encourager le favoritisme et le clientélisme. Nous sommes quelle société? Quelle est la société que nous voulons construire si nous voulons encourager ce genre d'immoralité? Et d'immoralité publique, s'il vous plaît. Donc pour vous, au niveau de la suppléance, il faut quoi? Il faut choisir, il faut désigner, il faut passer par... Pas de membres écoutez, nous militons dans le parti politique. Nous militons dans le parti politique. Pas ceux avec qui vous avez la même parenté. Pas ceux avec qui vous avez la même parenté. Pas celui avec qui vous avez la même parenté. Si le fils d'un député X ou d'un sénateur Y estime qu'il veut faire la politique, il n'a qu'à s'engager lui-même et d'aller en compétition comme tout le monde, au lieu de faciliter du favoritisme et du clientélisme. Ça, c'est inacceptable. Ce sont des choses que le Congo doit bannir. Ce sont des choses qui ont tué ces pays. J'ai encore écouté des choses. On encourage le leadership ethnico-tribal. Écoutez, c'est indécent à un moment, lorsqu'on écoute des personnalités publiques tenir de tels propos dans des médias aussi grands qui est suivi pratiquement à travers la République. L'élection de gouverneur au second degré. Non, la proposition de loi ne porte pas les élections gouverneurs au second degré, évidemment, au second degré, mais avec un système de parrainage. Avec un système de parrainage où les députés, les gouverneurs sont parrainés sur une liste qui a les députés au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, ça va encore fragiliser, ça va créer d'autres tensions?
ce système de parrainage. C'est un système d'abord qui n'est pas vraiment congolais. Et pourquoi ne pas peut-être envisager autre chose? Parce que ça, avec ça, la corruption sera encore démise. Hein? Non, ce système a quel mérite? Ce système a le mérite de permettre à ce que les groupes qui ont des représentants au sein de l'Assemblée provinciale présenter un candidat. Et on est sûr que ce candidat qui sera qui est porté par un groupe à l'Assemblée nationale, qui est représentatif, à l'Assemblée provinciale et représentative, peut donner son suffrage. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez quelqu'un qui a échoué comme député national en termes de suffrage, il a échoué comme député provincial, il se retrouve par marge de circonstances gouverneur parce que, vous le savez avec moi, que les élections indirectes dans notre pays sont devenues une forme de bourse de valeur, où celui qui est le plus offrant gagne. Raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous demandons à la population congolaise de s'approprier la loi électorale pour que finalement nous puissions résoudre ce problème qui hante notre pays de crise de légitimité, de crise de poste et de crise post-électorale qui gangrène notre pays et qui fragilise tant les institutions du pays, mais aussi notre économie. Merci beaucoup, M. Rodrigue Ramazani, la promptitude avec laquelle vous avez répondu. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.